et de deux. Après avoir erré longuement dans le quartier endormi de Prati di Castello, rasant les murs des casernes, fuyant instinctivement la lumière des réverbères sous les arbres des interminables avenues, une fois parvenu au bout du Lungotevere dei Mellini, au bord du fleuve, Diego Bronner, fatigué, grimpa sur le parapet de la berge déserte et s'y assit, tourné vers le fleuve, les jambes dans le vide. Pas une lumière dans les maisons d'en face. Sur la passeggiata di Ripetta, enveloppé d'ombre et se détachant en noir sur l'ample et fine clarté que la ville épandait au-delà des immeubles, dans la nuit. Immobile, les feuilles des arbres de l'avenue le long de la berge. Seul, dans le grand silence, on entendait un lointain grésillement de grillons. Et, en bas, le sombre clapotis des eaux noires du fleuve, où les lumières de la berge opposée se reflétaient en un tremblotement continu, serpentin. Il courait à travers le ciel un réseau serré d'infinis petits nuages impalpables, bas, cendrés, comme s'ils étaient appelés là-bas vers le levant, en toute hâte, à un mystérieux rendez-vous. Et l'on aurait dit que la lune, de haut, les passait en revue. La tête levée, Bronner contempla un moment cette fuite qui animait d'une vivacité si mystérieuse le silence lumineux de cette nuit de lune. Tout à coup, il entendit un bruit de pas sur le pont Margherita, tout près, et se retourna pour regarder. Le bruit cessa. Peut-être quelqu'un, comme lui, s'était-il mis à contempler ces petits nuages et la lune qui les passait en revue, à moins que ce ne fût le fleuve avec les reflets tremblotants des lumières dans l'eau noire qui coulait. Il poussa un long soupir et se remit à regarder le ciel, un peu agacé par la présence de cet inconnu qui lui gâchait le triste plaisir de se sentir seul. Mais lui, à cet endroit, était dans l'ombre des arbres. Il pensa que l'homme ne pouvait donc pas l'apercevoir. Et comme pour s'en assurer, il se retourna de nouveau pour regarder. À côté d'un réverbère fiché sur le parapet du pont, il aperçut un homme dans l'ombre. Tout d'abord, il ne comprit pas ce qu'il faisait là, en silence. Il le vit poser une sorte de paquet sur le rebord du parapet, au pied du réverbère. Un paquet? Non. C'était un chapeau. Et puis, quoi? Était-ce possible? Puis, il enjambait le parapet. Était-ce possible? Instinctivement, Bronner eut un haut-le-corps, tendit les bras et plissa les yeux, se recroquevilla. Il entendit un plouf terrible dans le fleuve. Un suicide? Comme cela? Il rouvrit les yeux, plongea son regard dans le noir. Rien. L'eau noire. Pas un cri. Personne. Il regarda tout autour de lui. Silence. Quiétude. Quelqu'un avait-il vu? Avait-il entendu? Et pendant cela, cet homme se noyait. Et lui ne bougeait pas, anéanti. Crier? Trop tard, désormais. Recroquevillé dans l'ombre, tremblant,
il laissa le destin de cet homme s'accomplir, tout en se sentant écrasé sous la complicité de son silence avec la nuit, et se demandant par intervalles « Est-ce fini ? Est-ce fini ?» Comme s'il voyait de ses yeux clos ce malheureux se débattre dans sa lutte désespérée contre le fleuve. Rouvrant les yeux, reprenant un peu ses esprits après cet instant d'affreuse angoisse, la quiétude profonde de cette ville dormante, veillée par les réverbères, lui sembla un rêve. Mais comme les reflets de lumière zébraient l'eau noire, à présent, il tourna un regard apeuré sur le parapet du pont, vit le chapeau que cet inconnu avait laissé là. Le réverbère l'éclairait sinistrement. Un long frisson lui parcourut les reins, et le sang bouillonnant encore dans ses veines, ses muscles en proie à un tremblement convulsif, comme si ce chapeau pouvait l'accuser, il descendit, et, recherchant l'ombre, s'achemina rapidement vers la maison. « Diego, qu'as-tu » ? « Rien, maman. Qu'est-ce que je pourrais avoir ?»« Non, il me semblait... Il est tard déjà. Je ne veux pas que tu m'attendes. Tu le sais bien. Je te l'ai dit si souvent. Laisse-moi rentrer quand cela m'arrange. » « Mais oui, mais oui. Tu vois, j'étais en train de coudre. Veux-tu que je t'allume la veilleuse ? Mon Dieu, tu me le demandes tous les soirs. » La vieille mère, comme fouettée par cette réponse à sa question superflue, courbée et traînant un peu la jambe, courut allumer la veilleuse dans sa chambre et lui préparer son lit. Il la suivit des yeux, presque avec rancune. Mais comme elle disparaissait derrière la porte, il poussa un soupir de pitié. Cependant, l'agacement le reprit aussitôt. Il resta là à attendre, sans savoir pourquoi ni quoi, dans cette antichambre morne au plafond bas, tendue de toiles couleur de suie, déchirée çà et là, dont un lambeau pendillait, où les mouches agglutinées dormaient en grappes. Un vieux mobilier vermoulu, mêlé à des meubles grossiers et des objets neufs de tailleur, remplissait la petite pièce. Une machine à coudre, des mannequins d'osier rembourrés, une table massive en bois lisse pour couper les tissus, une paire de gros ciseaux, de la craie, un mètre et quelques journaux de mode à chiquer. Mais, à cette heure, Brenner s'apercevait à peine de tout cela. Il transportait avec lui, comme un décor, le spectacle de ce ciel parcouru de nuages bas et impalpables, et du fleuve avec ses reflets de réverbères. Le spectacle de ces hauts immeubles, plus loin, dans l'ombre, en face, se découpant sur la clarté de la ville, et de ce pont avec ce chapeau, et l'impression effrayante, comme de cauchemar, de l'impassibilité de toutes ces choses qui étaient avec lui, là-bas, présentes, plus présentes que lui, car lui, à vrai dire, caché dans l'ombre des arbres, était comme s'il n'y était pas. Mais son horreur, son bouleversement, maintenant, venait justement de cela, de ce qu'il était resté là à cet instant même, comme ces choses, présentes et absentes. Nuit, silence, berge, arbre, lumière. Sans crier au secours, comme s'il n'y était pas, et de se sentir à présent abasourdi, les yeux hagards,
comme si ce qu'il avait vu et entendu, il l'avait rêvé. Soudain, il vit arriver et se poser d'un bond leste et net sur la table massive le gros chat beige de la maison. 2 yeux verts, immobiles et vides. Un instant de terreur, à la vue de ses yeux. Puis il fronça les sourcils, vexé. Quelques jours plus tôt, ce chat avait réussi à faire tomber du mur de la petite pièce une cage et son chardonneret, pour lequel sa mère avait des soins amoureux. Avec une férocité industrieuse et patiente, en fourrant ses griffes entre les barreaux, il l'avait tiré à l'extérieur et se l'était offert. Sa mère ne pouvait pas encore s'en faire une raison. Lui aussi pensait au massacre de ce chardonneret. Mais le chat, regardez-le, parfaitement ignorant du mal qu'il avait fait. S'il le chassait brutalement, en comprendrait-il jamais la raison? C'étaient déjà des preuves contre lui, ce soir-là. 2 autres preuves. Et la seconde lui sautait aux yeux, à l'improviste, avec ce chat. Comme l'autre lui était venue à l'improviste également, avec ce suicide sur le pont. Une preuve qu'il ne pouvait pas être comme ce chat qui, après avoir achevé un massacre, un moment plus tard, n'y pensait même plus. L'autre preuve, que les hommes, devant un fait, ne peuvent pas rester aussi impassibles que les choses, bien qu'ils s'efforcent tout comme elles, non seulement de ne pas y participer, mais d'en rester presque absents. La damnation du souvenir en soi, et ne pas pouvoir espérer que les autres oublieront. Voilà. Ces 2 preuves. Une damnation et un désespoir. Depuis un certain temps, ses yeux avaient acquis une façon nouvelle de regarder. Laquelle? Il regardait sa mère qui venait de rentrer après avoir préparé son lit de l'autre côté et allumé la veilleuse. Et il ne voyait plus en elle sa mère, mais une pauvre vieille quelconque, ce qu'elle était en soi. Avec ce gros poireau tout près de l'aile droite du nez, un peu écrasé, les joues exsangues et flasques, striées de vénules violettes, et ces yeux-là, qui, sous son propre regard si étrangement impitoyable, se baissaient immédiatement, tenez, derrière leurs lunettes, saisis de honte. De quoi? Oh, il savait bien de quoi. Il rit d'un vilain rire, dit « Bonne nuit, maman », et il alla s'enfermer dans sa chambre. La vieille mère, tout doucement pour ne pas se faire entendre, se rassit et se remit à coudre, à penser. Mon Dieu, pourquoi cette pâleur, ce bouleversement, ce soir? Boire, il ne buvait pas, du moins on ne le sentait pas à son haleine. Ne serait-il pas retombé dans les mains de ces mauvaises fréquentations qui avaient causé sa perte, ou peut-être dans les mains de plus mauvaises encore? C'étaient bien là ses craintes les mieux fondées. De temps à autre,
Elle tendait l'oreille pour écouter ce qu'il faisait de l'autre côté, s'il était couché, s'il dormait déjà. Et pendant cela, elle essuyait ses lunettes qui se brouillaient à chacun de ses soupirs. Elle, avant d'aller se coucher, tenait à finir ce travail. La petite retraite que son mari lui avait laissée ne suffisait plus depuis que Diego avait perdu son emploi. Et puis, elle caressait un rêve, même si cela devait amener sa mort. Mettre assez de côté, à force de travail et d'économie, pour envoyer son fils au loin, en Amérique. Parce qu'ici, elle le comprenait, son Diego ne trouverait plus maintenant à se caser. Et dans la triste oisiveté qui le minait depuis 7 mois, il se perdrait à jamais. En Amérique. Là-bas. Oh, son garçon était si bon ouvrier. Il savait tant de choses. Il écrivait, autrefois, même dans les journaux. En Amérique. Là-bas. Elle serait morte, qu'importe. Mais son fils reprendrait goût à la vie, oublierait, bifferait son erreur de jeunesse, dont étaient responsables les mauvaises fréquentations. Ce Russe, à moins que ce ne soit un Polonais, un fou, une crapule, arrivé à Rome pour le malheur de tant d'honnêtes familles. De mauvais garçons, on sait bien, invités chez cet étranger, Richard et débauchés, ils avaient fait tant de folies. Le vin, les filles, se saoulaient. Une fois saoul, l'un ou l'autre demandait à jouer aux cartes, et perdait. Il était allé la chercher tout seul, sa perte. Point besoin de cette fausse accusation de ses compagnons de débauche. Ce procès scandaleux, qui avait fait tant de bruit, et avait flétri tant de jeunes gens qui s'étaient éclipsés, bien entendu, mais venant de familles respectées et comme il faut. Il lui sembla entendre un sanglot de l'autre côté. « Diego !» appela-t-elle. Silence. Elle garda l'oreille tendue, le regard attentif. Oui, il était encore réveillé. Que faisait-il? Elle se leva et, sur la pointe des pieds, alla écouter à la porte, se baissa pour regarder par le trou de la serrure. Il lisait. Ah, encore ces maudits journaux, le compte-rendu du procès. Comment avait-elle oublié de les détruire, ces journaux, achetés pendant cet affreux procès? Et pourquoi, cette nuit-ci, à 7 heures, à peine rentré, les reprenait-il et se remettait-il à lire? « Diego !» appela-t-elle de nouveau doucement. Et elle entr'ouvrit timidement la porte. Il se retourna d'un bond, comme saisi de peur. « Que veux-tu? Encore debout? »« Et toi ?» fit sa mère. « Tu vois, tu me fais regretter ma stupidité. »« Non, je m'amuse, » répondit-il en s'étirant. Il se leva, se mit à arpenter la chambre. « Déchire-les, jette-les, je t'en prie, » supplia sa mère à mains jointes. « Pourquoi veux-tu te tourmenter encore? N'y pense plus. » Il s'arrêta au milieu de la pièce, sourit et dit « Tu es bien bonne. » Comme si, en n'y pensant plus, les autres ne devaient plus y penser non plus. Nous devrions tout faire semblant d'être distraits, autant que nous sommes, pour me permettre de vivre. Moi, n'y pensant plus, les autres non plus. Que s'est-il donc passé? Rien.
3 ans de villégiature. Parlons d'autre chose. Mais tu ne vois donc pas, tu ne vois pas comment tu me regardes, aussi? Moi? S'exclama sa mère. Je te regarde comment? Comme tous les autres. Non, Diego, je te le jure. Je te regardais parce que tu devrais passer chez le tailleur, voilà. Diego Bronner examina sur lui son complet, se remit à sourire. Ah oui, il n'est plus tout frais. C'est pour cela que tout le monde me regarde. Pourtant, je le brosse avant de sortir. Je m'arrange. Je ne sais pas, mais il me semble que je pourrais passer pour un monsieur quelconque, pour quelqu'un qui peut encore indifféremment participer à la vie. Le hic, c'est que, ajouta-t-il en montrant les journaux sur le bureau, nous avons donné un tel spectacle, allons, que ce serait vraiment être trop modeste que de prétendre que les gens aient oublié. Spectacle d'âmes à nu, grêles et malpropres, ayant honte de se montrer en public, comme les tuberculeux au conseil de révision, et nous cherchions tous à couvrir nos petites saletés d'un pan de la toge de notre défenseur. Quels éclats de rire dans le public! Veux-tu, par exemple, que les gens aient oublié le russe? Ce Cagliostro, nous l'appelions Luculov, et nous l'accoutrions en romain d'autrefois, avec ses lunettes en or sur son nez épaté. Quand ils l'ont vu là, avec cette face rougeaude, boursouflée, et qu'ils ont appris ce que nous en faisions, que nous lui arrachions ses cothurnes, et que nous lui tapions dur sur son crâne pelé, et que lui, sous ses coups bien tassés, ricanait, béadaise. « Diego, Diego, par pitié !» conjura sa mère. « Sous, c'est que nous le saoulions. »« Toi, non !»« Moi aussi, allons, avec les autres. » Quelle rigolade! Après, c'était le jeu de cartes. En jouant avec un ivrogne, tu comprends, il est très facile de tricher. « Diego, je t'en supplie. » De sorte que, pour s'amuser, ça, je peux te le jurer, ils riaient tous. Les juges, le président, jusqu'aux carabiniers. Pourtant, c'est la vérité. Nous volions sans le savoir, ou plutôt en le sachant, mais en croyant rire. Cela ne nous semblait pas une escroquerie. Il s'agissait de l'argent d'un fou répugnant qui le jetait de la sorte. Du reste, il n'en restait pas un centime dans nos poches, non plus. Nous le jetions par les fenêtres, à notre tour, comme lui, avec lui, comme des fous. Il s'interrompit, se dirigea vers une étagère et prit un livre. « Regarde, c'est mon seul remords. Un matin, avec ces sous-là, j'ai acheté ce livre chez un revendeur. » Il le lança sur le bureau. C'était La couronne d'Olivier Sauvage, de Ruskin, dans sa traduction française. Je ne l'ai même pas ouvert. Il y fixa un regard, les sourcils froncés. Comment l'idée d'acheter ce livre avait bien pu lui passer par la tête? Il s'était proposé de ne plus lire, de ne plus écrire une ligne. Et il allait là-bas avec ses camarades pour s'abrutir, pour tuer en lui, pour noyer dans le dévergondage un rêve. Son rêve de jeunesse, puisque les tristes nécessités de la vie lui interdisaient de s'y abandonner, comme il l'aurait voulu. Sa mère examina un moment le livre mystérieux, puis elle lui demanda doucement « Pourquoi ne travailles-tu pas? Pourquoi n'écris-tu pas comme tu le faisais autrefois ?» Il lui lança un regard haineux, ses traits se rétractant comme avec dégoût. Sa mère insistait humblement. « Si tu rentrais un peu en toi-même, pourquoi désespérer? Crois-tu donc que tout soit fini? Tu as 26 ans.
Qui sait combien d'occasions la vie t'offrira de te racheter? Ah oui, déjà ce soir, justement, ricana-t-il. Mais je suis resté là-bas pétrifié. J'ai vu un homme se jeter dans le Tibre. Toi? Moi. Je l'ai vu poser son chapeau sur le parapet du pont. Puis, je l'ai vu enjamber posément. J'ai entendu le plouf dans l'eau. Et je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'étais dans l'ombre des arbres et j'y suis resté, en guettant si quelqu'un avait vu. Et je l'ai laissé se noyer. Oui. Puis j'ai aperçu son chapeau sur le parapet du pont, sous le réverbère. Et je me suis sauvé. C'est donc pour cela, murmura la mère. Quoi? Je ne sais pas nager. Me jeter à l'eau? Essayer? Le petit escalier d'accès au fleuve était à 2 pas. Je le regardais, tu sais, et j'ai fait semblant de ne pas le voir. J'aurais pu, mais c'était inutile déjà. Trop tard. Disparu. Il n'y avait personne? Personne. Moi seulement. Que pouvais-tu faire tout seul, mon enfant? La frayeur t'a pris, et cette agitation, cela suffit. Tu vois, tu trembles encore. Va, va te coucher. Couche-toi, il est tard. N'y pense plus. Sa vieille mère lui prit une main pour la lui caresser. Il fit signe que oui de la tête et lui sourit. Bonne nuit, maman. Dors bien, n'est-ce pas? Lui recommanda-t-elle, émue par la caresse qu'il s'était laissé faire. Et en s'essuyant les yeux pour ne pas gâcher cette tendresse grosse d'angoisse, elle sortit. 1 heure plus tard environ, Diego Bronner était encore assis sur la berge du fleuve, au même endroit qu'auparavant, les jambes pendantes. À travers le ciel, la fuite des petits nuages impalpables, bas, cendrés, se poursuivait. Le chapeau de l'inconnu n'y était plus. Peut-être la patrouille de nuit était-elle passée par là et l'avait-elle emporté. Tout à coup, il se retourna du côté de l'avenue, en repliant ses jambes. Il descendit du rebord de la berge et se rendit là-bas sur le pont. Il ôta son chapeau et le posa au même endroit que l'autre. « Et de 2, fit-il, mais comme s'il faisait cela pour jouer un tour, pour faire enrager la patrouille de nuit qui avait ôté le premier. Il passa de l'autre côté du réverbère pour voir l'effet que produisait son chapeau, tout seul, là, sur le rebord, éclairé comme l'autre. Et il demeura un moment penché sur le parapet, tendant le cou, comme s'il n'y était plus. Soudain, il rit de façon horrible. Il se vit là, posté comme un chat derrière le réverbère. Et la souris, c'était son chapeau. Allons, allons, pas de pitrerie. Il enjamba le parapet, sentit ses cheveux se dresser sur la tête, sentit le tremblement de ses mains raidies qui s'agrippaient, les entr'ouvrit, s'arc-bouta dans le vide.